Merci beaucoup. Donc je vais vous raconter une drôle d'histoire avec un drôle de mec. Donc je me présente, donc je suis professeur émérite en hématologie. J'ai été plus de 20 ans chef de service et 7 ans chef de pôle. Et puis j'ai eu d'autres vies parallèles sur lesquelles je ne reviendrai pas. Une vie dans le domaine des soins palliatifs. Une vie qui continue encore dans le domaine des soins de support, en particulier au niveau de l'Institut du cancer. Et puis cette quatrième vie dont je vais vous parler, cette drôle d'histoire de la démarche participative. Alors pourquoi cette drôle d'histoire? Et parce que j'ai eu de la chance. J'ai été nommé prof à 37 ans. Et le jour où j'ai été nommé prof, le patron m'a dit « je te laisse le service, je vais faire l'oncopédiatrie ». Donc à 37 ans, je me suis retrouvé chef de service d'un service d'hémato et d'oncologie médicale. Et ça n'est pas très bien dans les services d'hématologie, hein, parce que ça fait donc 89, vous voyez, ça fait presque 40 ans, on mourait beaucoup. Voilà, donc en fait, je me suis intéressé dès cette époque à la souffrance des soignants. Après, on est devenu sur la qualité de vie au travail, le yin de yang. Mais voilà, donc en fait, en 92, c'est la diapo suivante, on a créé... Ah, alors là, il se passe quelque chose. Non, vous l'avez, vous. Moi j'ai quelque chose qui ne va pas, mais... Ok, c'est bon, c'est bon. Et donc, en 92, on a créé une première association qui s'appelait le groupe de réflexion sur l'accompagnement et soins palliatifs en hématologie, qui a créé le modèle. Alors, j'insiste beaucoup. Moi, je vais vous parler d'un modèle d'organisation de services, de collectif de travail, quel que soit d'ailleurs le collectif de travail, qui permet d'améliorer la qualité de vie au travail et qui permet, dans le domaine de la santé, et c'est pour ça que je suis devenu chercheur en psycho il y a une douzaine d'années, d'améliorer la qualité des soins. Voilà, et donc on est bien sur l'amélioration d'un collectif de travail. Donc c'est un modèle qui est adapté au collectif, donc au service, ou à l'EHPAD, qui est souvent une structure, mais qui pose un vrai problème de généralisation dans les hôpitaux, puisqu'en fait, pour que ça marche, il faudrait que tous les services et la gouvernance l'adoptent. Et ça devient un vrai challenge. Donc, et d'ailleurs, on a actuellement la preuve de ce qu'il faut faire, puisqu'en fait, les services de CHU, où il y a une bonne qualité de vie au travail et un plaisir au travail, gardent leurs soignants, alors qu'il y a des services où il n'y a plus personne. Donc ça prouve bien que ça sert à quelque chose. Donc je ne vais pas revenir sur ça. Vous voyez que c'est une grande histoire. En fait, en 3 étapes, on a créé le modèle. On a vu que, et vous verrez qu'on a vu que c'est globalement sur le terrain. Et chez nous, par exemple, ça fait 30 ans que ça marche. Donc je veux dire, c'est un modèle qui marche, puisqu'il a marché depuis 30 ans dans le service, et qu'il a marché pendant 7 ans. Quand j'étais chef de pôle, il a marché sur un pôle. Donc c'est un modèle qui marche. Deuxième chose, donc vu que ça marchait pas très bien, on l'a rendu obligatoire, et c'est ce que j'ai la remarque de ce matin, c'est-à-dire qu'en fait ce modèle-là est obligatoire dans tous les services de soins depuis 2004. Et c'était une mesure d'accréditation prioritaire de l'HAS dans la V 2010. Une des 5 mesures prioritaires d'accréditation de l'HAS. D'accord ? C'est pas pour ça qu'il est en place. Hein. Et la troisième chose, donc, vous verrez dans les diapos qu'on a montré l'impact sur la QVT et la qualité des soins. Donc, les années 90, c'est la naissance du concept. Donc, le GRAS, premier congrès à Tours en 94, création des groupes régionaux, formation nationale, des congrès à Tours, on en a fait 8 tous les 2 ans. Sur donc le modèle de la prise en charge globale du patient et de la démarche participative. Donc voilà le modèle, d'accord ? Il n'a pas changé depuis X temps. C'est un modèle avec... Alors, je vais vous parler que d'outils, en fait. Hein. Et bien nous, les 5 outils, c'est 5 types d'espaces d'échange. Le premier type d'espace d'échange, pour moi, un des plus importants, c'est le staff pluriprofessionnel. Le deuxième, c'est la formation interne aux équipes. On va les revoir après, ne vous inquiétez pas. La troisième, c'est le soutien aux soignants. Et nous, on insiste beaucoup sur les staffs de débriefing, mais il y a d'autres moyens de soutien des soignants. Et le quatrième type d'espace d'échange qu'on a en fait rajouté en 2005, parce qu'on a compris que pour que ça marche, il fallait ça, c'est les espaces d'échange de managers. Et les espaces d'échange de managers dans les collectifs de travail de service, c'est pour nous les cadres et tous les médecins du service. Dans les EHPAD, c'est les directeurs et les cadres.
Et le cinquième espace d'échange, qui est en fait à part pour nous, c'est la démarche projet, c'est les groupes de travail sur le travail réel. Voilà notre modèle, d'accord? Et on a un sixième outil dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est la conduite des espaces d'échange participatifs. Donc nous, quand on fait de la formation, en fait, on insiste sur les six outils qui sont les 5 que je viens de vous présenter, plus les espaces d'échange participatifs. Alors, ça, c'est tout simplement la circulaire de 2004, d'accord? Les staffs pluriprofessionnels, c'est au moins une fois par semaine. C'est ciblé sur les malades en situation complexe et ça concerne la prise en charge des patients soins palliatifs. Donc tous les services sont concernés, sauf l'ophtalmo. Je suis désolé, c'est le seul qui n'est pas concerné. Et donc ça va permettre les regards croisés, une meilleure information aux patients. Ça va permettre d'impacter la qualité de vie au travail et c'était déjà dans la circulaire de 2004. Et puis, ça permet aussi la rencontre avec les professionnels de soins de support. C'est fondamental, donc ça réunit tous les soignants qui s'occupent des patients. C'est donc le fait de croiser ses regards par rapport aux patients. Et donc, ça va permettre de mettre en place un projet de prise en charge globale, personnalisé, également un projet de vie. Et comme je vous l'ai dit, c'était une des 5 mesures obligatoires de l'HAS dans la V 2020. Alors, ce qui est très important, et vous le verrez dans une diapo de la fin, puisqu'en fait, on en a fait un référentiel national. Donc, il existe actuellement un référentiel national sur les staffs pluriprofessionnels qui repose sur, premièrement, le déroulé, c'est-à-dire en fait, chronologiquement de quoi on cause. On commence par faire un premier tour de table sur quels sont les besoins du patient, qu'est-ce qu'il vous a dit. Le deuxième tour de table, c'est qu'est-ce que vous proposeriez par rapport aux besoins qui ont été identifiés. Et la troisième étape, c'est qu'est-ce qu'on décide ensemble et qu'on se trace dans le dossier patient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qui participe. Tout le monde. Nous, dans le service, c'est tout le monde, sauf une aide-soignante qui garde le service, d'accord? Et la troisième chose, et c'est ça probablement le plus important, c'est l'ordre de prise de parole. Aide-soignante, infirmière, professionnel de soins de support et médecin à la fin. D'accord? Premier tour de table, aide-soignante, infirmière, professionnel de soins de support et médecin. Deuxième tour de table, pareil. Et troisième chose, recherche de consensus et traçabilité dans le dossier patient. Voilà, donc les staffs pluriprofessionnels, c'est absolument indispensable parce qu'on n'arrivera jamais à une prise en charge personnalisée du patient si on n'a pas à croiser les regards sur les besoins du patient. Deuxième espace d'échange, les formations internes aux équipes. Voilà, donc ça c'est pour moi un point moins important qui permet de fédérer un peu le collectif. Quand il y a un mauvais collectif, ça peut être une première étape pour fédérer les équipes. Donc les types de formations concernées, comme vous le voyez, ça peut être soit assez technique, soit plutôt sur des formations plus thématiques de prise en charge globale, comme la douleur, comme la communication, comme le dispositif d'annonce, comme les lois, etc. Et donc, chez nous, c'est donc en début d'année, en fin d'année, avant les vacances, on voit avec les équipes les thématiques qui les intéressent et on met ça en place pour la rentrée, en sachant que si vous voulez faire une formation qui tourne et si vous voulez former tout le monde, il faut la faire 2 fois, parce que ceux qui bossent, ils ne peuvent pas venir à la formation. Donc, voilà. Troisième type d'espace d'échange, le soutien aux soignants. Donc, vous voyez que c'est plein de choses. J'insisterai sur certains points. Le premier, c'est les staffs de débriefing. C'est sur la technique qu'on utilise, enfin qu'on promeut le plus. C'est-à-dire que quand on a une situation difficile, on organise une réunion pour les personnes volontaires, en particulier celles qui ont vécu la situation, pour qu'ils puissent parler de ce qu'ils ont vécu, avec un psychologue extérieur au service, alors soit psychologue de l'équipe mobile de soins palliatifs, soit psychologue du travail. Je reviendrai sur les réunions de relecture de cas cliniques et de cas éthiques qui permettent aussi de parler des difficultés du service. Et puis sur le soutien de couloir dont on a entendu parler ce matin, c'est-à-dire qu'en fait c'est des psychologues qui passent et ou des
des soignants d'une équipe spécialisée comme la douleur et les soins palliatifs qui vont voir les patients et qui disent ah bah ouais, ce que vous faites c'est super, hein, on est venu voir le patient mais rien à dire, hein. Et c'est ça, voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le soutien de couloir. Je passerai par contre, je doute beaucoup de l'intérêt des vrais groupes de travail, pardon, les groupes de parole dans les services. Je pense qu'on parle facilement de soi avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'avec ses collègues, c'est très difficile de faire des groupes Balint. Et puis notre quatrième espace d'échange qu'on a donc mis en place en 2005 hein, dans notre modèle, c'est les réunions spécifiques de managers. Donc y participent tous les médecins et tous les cadres du service. Alors nous, on commence au niveau des médecins, au niveau des chefs de clinique. De mon temps, c'était tous les jeudis soirs, mais avec mon successeur, c'est une fois tous les 15 jours. Et en fait, on discute en intelligence collective du top management. C'est-à-dire qu'en fait, je dis, mais moi je crois que je n'ai jamais pris une seule décision. Je n'ai fait que valider des décisions collectives ou, lorsqu'il y avait plusieurs propositions, j'ai choisi entre les propositions. Mais je ne crois pas avoir décidé quelque chose tout seul dans mon coin. C'est important, on le reverra dans la démarche projet, parce que le manager, le chef de service, le cadre de santé, il doit valider les propositions. Au bout de la chaîne, c'est lui qui valide, c'est lui qui décide. D'accord? Mais si on fait une démarche participative, c'est qu'on est persuadé que le groupe est beaucoup plus intelligent que vous. Et c'est vrai. Je n'ai pas d'exemple, moi, où le groupe n'a pas été plus intelligent que moi. D'accord? Voilà. Donc nous, c'était tous les jeudis soirs. On discutait de l'organisation, des difficultés de fonctionnement, des collaborateurs, des gardes, etc. Bon, nous, on était plutôt apéro, parce que c'était en fin de soirée. Mais on peut être aussi pour apéro. Hein, c'est pas... Et ce qui est important, c'est la culture participative. Cinquième et dernière composante de notre modèle, probablement la deuxième... Enfin, nous, on insiste beaucoup sur les staffs, sur les espaces d'échange de managers et sur la démarche projet. Donc voilà, c'est des groupes de travail sur le travail réel. Donc c'est sans doute, comme je vous l'ai dit, la deuxième composante la plus importante. Et en gros, globalement, il y a un problème, il y a quelque chose à améliorer, on nous impose de mettre quelque chose en place, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qui c'est qui est intéressé pour travailler? On met en place le groupe de travail, on laisse se débrouiller. Quand on fait des formations, qu'on explique aux cadres qu'il faut surtout qu'ils n'y soient pas, on les liquéfie. D'accord? Mais laissez-les bosser. Ils vont trouver. Si vous avez un cadre qui donne son avis dans un groupe de travail, il va influencer la réflexion. Donc, il ne faut surtout pas qu'il y aille. Il y va au départ pour donner les règles et après, il laisse bosser les gens. D'accord? Par contre, le fait d'avoir des groupes de travail va forcément imposer la mise en place de réunions de service. Puisqu'en fait, les groupes de travail travaillent, font des propositions qu'ils présentent à l'ensemble du service. Et l'ensemble du service les valide ou les modifie avant validation par le chef de service ou le cadre, en fonction du thème. D'accord? C'est clair, ça? OK. Pluriprofessionnalité des groupes de travail, c'est donc obligatoire. Nous, ce qu'on faisait, c'est il y a un responsable, il y a un secrétaire, catégories socio-professionnelles différentes. D'accord? Pour que tout le monde se retrouve. OK? Bon, après, je vais aller vite sur celle-là. Hein. Méthodologie de la démarche projet, vous connaissez bien. Hein, quel est le problème? À quoi c'est dû? Une fois qu'on a donc l'analyse du problème, la recherche des causes et la proposition de solutions, réunion de service, validation des solutions et ensuite mise en place et suivi. Cette diapo, elle est très importante. Alors je passe, je suis désolé parce que je ne veux pas m'y appesantir, mais elle est très importante. C'est en fait maintenant, donc c'est les déroulés de nos formations. On insiste sur les conditions donc, de réussite de la démarche participative. La première, c'est une équipe stable travaillant sur des valeurs communes. Ça veut dire que vous ne pourrez pas mettre, et on l'a évoqué cet après-midi, ce modèle en place si l'équipe va mal. Donc il faut stabiliser le collectif et l'équipe.
donc régler les conflits s'ils existent, et s'il y a donc des difficultés de fonctionnement ou s'il y a des écarts par rapport à la qualité des soins, il faut travailler là-dessus en première année, et c'est là que les formations internes peuvent être utiles pour fédérer. Et puis ce qui est intéressant, c'est de faire une ou deux réunions avec l'ensemble de l'équipe sur quelles sont les valeurs qui nous unissent. La nécessité de pouvoir libérer du temps, bien sûr. Sans temps, on ne peut pas faire des espaces d'échange. Et donc, sans espaces d'échange, on ne peut pas avoir une bonne QVT. Donc, s'il n'y a pas de temps, s'il n'y a pas d'espace d'échange, on ne va pas aller bien. Ça, c'est clair, net et sans bavure. La question, après, c'est comment on va, disons, essayer d'adapter les temps d'espace d'échange en fonction de la charge de travail. Et donc, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire. En particulier, si les groupes de travail, c'est récupération de temps, hein, forcément, puisqu'on ne peut pas... Voilà. La qualité du binôme chef de service cadre de santé, ça veut dire qu'en dehors des espaces d'échange des chefs enfin des médecins et des cadres, il faut que vous ayez une approche managériale commune entre le chef de service et le cadre de santé. Moi, donc, j'étais 20 ans à la tête d'un service qui avait les matos, de l'onco-médical, et puis après, je me suis récupéré l'oncopédiatrie, donc c'était quand même assez... Et 2 fois, j'ai eu un cadre de santé directif, et ça a été des catastrophes, une catastrophe. Donc au bout d'un certain temps, les infirmières vont la voir en disant bah, ça va pas, et puis au bout d'un certain temps, vu que ça va pas, bah, ils s'en vont, et puis qu'il y en a 6 ou 7 départs, à ce moment-là, vous voyez la direction qui descend en disant qu'est-ce qui se passe chez vous, bah, il se passe que globalement ça va pas, quoi. Et donc après on trouve une solution, mais je veux dire, c'est 2 ans de foutu, hein. Quatrième chose, la qualité des espaces d'échange participatifs. Je sais pas, je crois que j'ai des diapos là-dessus après, mais je vais le dire tout de suite. En fait, nous, on fait une journée entière sur les espaces d'échange participatifs avec des jeux de rôle. Et c'est notre 6e outil. Notre 6e outil, c'est ce qu'on appelle la technique des 3 tours de table. Le premier tour de table, c'est quel est le problème? Deuxième tour de table, qu'est-ce que vous proposeriez par rapport à ce problème? Et troisième tour de table, quelle est la proposition qu'on tient pour discussion? D'accord? Et ça, on passe une journée entière pour... Et je vous assure que c'est des formations qu'on a fait sur des doyens, des chefs de service, des présidents de CME. Personne n'utilise cette technique. Personne. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde prend la parole, etc. Il y en a qui s'expriment jamais, etc. Et la quatrième chose, la dernière chose, c'est la qualité du management et du leadership. Voilà, donc bien sûr, à partir du moment où vous mettez des espaces d'échange, enfin des espaces d'échange participatifs, il faut bien sûr un management participatif, mais pas que participatif, hein. Je veux dire, en fonction des situations, nous on est sur le management situationnel, avec bien sûr une part participative obligatoire, et sur un leadership bienveillant. Voilà, donc ce qui s'est passé sur la création du modèle dans les années 90. En 2000, eh ben, en fait, on essaye de s'étendre un peu. Donc, on crée le groupe de réflexion sur l'accompagnement et soins palliatifs en hémato-oncologie, puis sur les groupes de réflexion sur l'accompagnement et soins de support pour les patients en hémato-oncologie. Donc, on est parti sur les soins de support. Et puis, on décide d'essayer, vu que ça ne prend pas sur le terrain, de rendre le truc obligatoire. Et donc, on y arrive après 6 ans de lobbying. Et je cite toujours, lorsque j'en parle, un type absolument exceptionnel que j'ai rencontré à la SFAP, qui s'appelait Daniel Dérouville, qui était président de la SFAP. Sachez que, par exemple, Kouchner n'a jamais eu aucune oreille sur notre approche. Aucune, vraiment, ils s'en foutaient complètement, hein, de ça. Et donc, en fait, on a réussi en 2004 d'avoir la circulaire ministérielle qui s'appelle « Guide de la mise en place de la démarche palliative en établissement », décrivant le modèle que je viens de vous montrer, en dehors des espaces d'échange de managers. Repris en 2008, et puis, comme je vous l'ai dit, c'est devenu une mesure prioritaire de l'HAS. Et donc, je vous la lis. Hein. Évaluation des besoins et mise en œuvre de projets de soins personnalisés, réalisation d'un projet de prise en charge des patients et des proches, mise en place de réunions pluriprofessionnelles de discussion de cas de malades, soutien des soignants, mise en place de formations multidisciplinaires. Ça ressemble étrangement à ce qu'on raconte, hein, d'accord. Sachez que c'est devenu aussi un texte de l'HAS, hein, ça a été repris. Comme vous voyez, ça a été efficace. 2010.
On change encore de nom, mais c'est pas fini. Et on devient l'association francophone des soins oncologiques de support. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, vu que ça ne marche toujours pas, alors que depuis 2004, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, je rentre dans l'équipe d'Evelyne Foucreau, qui était une belle rencontre. Quelqu'un que j'admire beaucoup. Et donc, je viens chercheur en psycho du travail. Pour un hémato, c'est un peu bizarre, hein, vous le conviendrez. Hein. D'accord. Et donc, on va vous montrer qu'on a démontré l'impact sur la démarche, sur la qualité de vie au travail, également sur la qualité des soins. Juste pour vous dire, l'AFSOS, sur quoi on travaillait, c'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à une bonne prise en charge du patient et des proches, on pense qu'il faut d'abord, premièrement, une bonne prise en charge des symptômes, tant physiques que psychologiques, que sociaux, etc. C'est-à-dire la prise en charge globale. Et donc, je vous conseille vraiment d'aller sur le site de l'AFSOS, où il y a une 60aine de référentiels de prise en charge globale. Nous, c'est un lien qu'on a pour tous nos internes hein, qui sont dans le service, hein, parce qu'il y a énormément de choses. Deuxième chose, donc, c'est l'organisation des soins de support. Donc, voilà. Et vous savez, je sais pas, enfin, pour ceux qui s'intéressent, il y a un référentiel national qui vient de sortir en 2021 par l'INCA. Et puis la troisième chose, c'était améliorer la qualité de vie au travail pour améliorer la communication et la qualité des soins. Donc voilà sur quoi on a travaillé avec l'AFSOS. Et moi, j'étais responsable des groupes des composants de soins de support et qualité de vie au travail. On a sorti un référentiel, syndrome d'épuisement professionnel des soignants, que je vous conseille aussi d'aller voir, soit sur le site de l'AFSOS, soit sur le site de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a sorti un référentiel national sur le staff pluriprofessionnel, qui reprend ce que je viens de vous voir. Alors, Calipsy. Alors là, je vais faire un tout petit peu quand même de recherche. Enfin, je vais faire semblant d'être... Donc, les thématiques... Vous voyez, on en a 3 dans l'équipe. C'est une toute petite équipe, vous allez le voir ça après. Qualité de vie et santé au travail, vulnérabilité, psychologie et santé, addiction, violence au travail. Donc voilà les 3 composantes, 2 composantes cliniques et une composante travail. Pour une toute petite équipe, puisque comme vous le voyez, on est 9 chercheurs, avec un IGR... donc, plus un deuxième IGR qu'on paye, donc, qui apparaît dans les non permanents. Et puis, donc, 6 enseignants-chercheurs assimilés, 3 personnels d'appui, 11 doctorants, et donc pour un total de 20. Et vous voyez qu'on a un bilan qui est pas mal pour 9 chercheurs, puisque en 3 ans, on a 83 publications, on a sorti 2 livres et 12 chapitres d'ouvrages, et 33 communications. Donc vous voyez, c'est une toute petite équipe qui bosse beaucoup et qui est un peu épuisée. Donc juste pour vous dire quelques publications qu'on a faites. Ça c'est la première qui en fait est un peu antérieure à mon arrivée à Calipsy, qui étudiait les facteurs prédictifs de la qualité de vie au travail en cancérologie. Alors bien sûr, moi vous allez avoir pas mal de choses sur la cancérologie parce que c'est une spécialité que je connais un peu. Donc voilà, donc c'était 574 soignants, donc comme vous le voyez, c'était une bonne, ça correspondait bien puisque globalement 80% de gens avaient voulu travailler en onco, donc ça prouve bien que ça intéresse et que globalement il y avait 22% qui voulaient partir. Je vous rappelle que le taux d'épuisement professionnel chez les soignants en hémato-onco, c'est entre 20 et 40% selon les études. Pardon, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, mais je vais y arriver. Voilà. Donc voilà les facteurs prédictifs de la qualité de vie au travail. Donc en dehors de la charge de travail, hein, qu'on appelle le manque de temps, le premier facteur, et c'est pas étonnant puisque c'est publié de nombreuses fois, c'est le manque de reconnaissance au travail. Et puis après, vous avez, en dehors de la mauvaise prise en compte des besoins des patients et des proches, le manque de formation, le manque de collaboration, le manque de staff et le manque de communication. Et concernant... oui, voilà.
On a fait aussi, alors je n'ai pas bien sûr sorti toutes les diapos de cette publication, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour le stress, c'est exactement les mêmes facteurs prédictifs, plus la taille du service, c'est-à-dire que plus le service est grand, plus on est stressé. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'on fait des DHU à la PHP où il y a je ne sais pas combien de trucs, hein, d'accord. Et deuxième chose, le nombre de morts, le nombre de décès, enfin le stress est directement lié au nombre de décès. Ça, c'est donc une deuxième publication que j'ai fait en arrivant quasiment dans l'équipe. Et on a essayé de voir le rôle du cadre de santé dans la qualité de vie au travail des soignants en oncologie. Donc c'est à peu près le même, enfin un peu moins de répondants, mais c'est à peu près le même profil avec des gens un tout petit peu plus jeunes. Alors là, ça va sûrement se gratter, mais peut-être pas. Voilà, donc c'était publié dans deux revues américaines, donc c'est la synthèse des deux résultats. Vous voyez que le leadership transformationnel, c'est-à-dire un cadre de santé qui fait confiance dans son équipe, qui essaie de le tirer vers le haut et qui a des rapports, disons, spécifiques avec chacun de ses soignants. Ça améliore la qualité de vie au travail par le sentiment de justice et de soutien. Et que tout ça, ça améliore la satisfaction au travail, l'engagement au travail, la performance au travail. D'accord ? Bleu et tu vas voir tout à l'heure, c'est encore pire. Il y en a, ça veut dire la même chose. Bleu et c'est la même chose. Ok. Et puis donc cette publication qui est bien sûr pour moi la plus importante, c'est donc qui a été publiée dans JCO Oncology Practice et puis dans Cancer Management and Research. C'est l'étude qu'on a fait en France en oncopédiatrie. Donc on a 25 des 30 centres d'oncopédiatrie de France qui ont participé. Et donc le schéma était le suivant. Donc voilà, donc on testait dans un questionnaire soignant l'existence de la démarche participative avec ses 4 composantes. On testait les facteurs managériaux, leadership transformationnel, justice organisationnelle, soutien organisationnel perçu et puis soutien à l'autonomie. Et puis la qualité de vie au travail, la satisfaction au travail et l'engagement au travail. Donc ça, c'était le questionnaire soignant. Et en parallèle, on avait un questionnaire de qualité de prise en charge des enfants qui était rempli par les enfants de plus de 12 ans et par les parents de moins de 12 ans, pour les enfants de moins de 12 ans. Donc vous voyez qu'on a eu pas mal de réponses, hein, 510 soignants, c'est à peu près 40% de la population soignante d'oncopédiatrie en France, et 440 patients. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien que ça avait un petit impact sur la qualité de vie au travail. Donc vous voyez, avec un R à 0,27 et un P à 10,9, ça améliorait aussi la satisfaction au travail et l'engagement au travail, qui avait une relation très importante entre l'existence de la démarche participative et les facteurs organisationnels et managériaux qui jouaient aussi un rôle très important sur la qualité du travail, puisqu'en fait, pour les facteurs organisationnels et managériaux, on est entré en 10,9, c'est-à-dire comme nous, à 10,16. Donc vous voyez qu'on est monté à des P très, très, très importants. Et vous voyez qu'il y a donc des relations très importantes entre notre organisation et ces facteurs organisationnels et managériaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une organisation de ce type-là, on a des managers qui ont ces caractéristiques-là, ou que les managers qui ont ces caractéristiques-là, ils font, sans le savoir, de la démarche participative et ils mettent en place les outils que je vous ai montrés. Et voilà, et donc on a aussi montré l'impact sur la qualité des soins évalués par les patients. Et alors après, je regarde les grands chercheurs, parce que dans notre publication, au moment où on l'a publié, on a cherché s'il existait des organisations de services qui amélioraient la qualité des soins évalués par les patients, et non pas par les soignants. Et on n'en a pas trouvé. Alors, je ne sais pas si ça existe vraiment. Ce qu'on a trouvé, c'est des modules organisationnels d'établissement qui amélioraient la qualité des soins évalués par les patients. Mais on n'a pas trouvé de modèle organisation de services qui améliorait la qualité des soins évalués par les patients.
Alors voilà, je vous ai mis une diapo qui s'appelle Mon étonnant de clinicien. Alors, me parle pas des couleurs, hein, d'accord, si tu veux bien. Pardon, excuse-moi, vert foncé ou gris, gris et bleu, c'est la même chose, d'accord. Par contre, rouge, c'est négatif, d'accord. Donc vous mettez les rouges d'un côté et les autres de l'autre. Ok, et donc vous voyez, c'est exactement ce qu'on raconte depuis ce matin, hein. Le soutien organisé perçu, le soutien à l'autonomie, ça améliore la satisfaction des besoins, la satisfaction au travail, les émotions positives, le bien-être psychologique. Et puis, quand on est contrôlant, c'est absolument l'inverse, d'accord. Donc vous dites, ah oui, bah, il raconte toujours la même chose. Ouais, le seul problème, c'est que ça, c'est les PME et la SNCF. Et c'est ça mon étonnement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de publications qui passent devant mes yeux ébahis dans le service, et globalement, on trouve toujours la même chose, quel que soit le milieu socio-professionnel. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de toujours dire, d'ailleurs c'est l'histoire de l'Observatoire national. Donc les années 2020, donc on arrive au bout, hein, donc on va pouvoir poser des questions parce que voilà, j'ai encore que 10 diapos. Donc les années 2020, c'était marqué par l'Observatoire national de la qualité du travail, je vous en dirai un mot, par la publication de la loi RIS et la circulaire Clarisse, par une étude en cours qui s'appelle l'étude Partac, par la création d'une nouvelle association, encore une, la cinquième, qui s'appelle ACAVI, et puis le réseau R2QVT, on va finir là-dessus, je vous préviens, hein. Ok, donc l'observatoire, vous allez dire ça n'a rien à voir avec ça, je ne suis pas sûr. Donc en fait, je regarde Mathieu, ça te rappelle quelque chose cette diapo? D'accord, donc vous voyez, on avait été chargé de recueillir des données quantitatives et qualitatives pour les mettre à disposition des personnes intéressées. Donc il y a un site internet que je vous conseille quand même, parce qu'il y a encore quand même 200 documents dessus, et en particulier pas mal de retours d'expérience et d'outils. D'élaborer des recommandations et avis. On a fait donc 5 groupes de travail qui ont fait des recommandations, et puis d'organiser un colloque annuel. Donc on a fait ça. Et puis, au bout de 2 ans, il y a eu le Covid, vous connaissez. Et donc, on en a profité avec celui qui était à ce moment-là, Alexandre Fournier. Et donc, en fait, on a repris tout ce qui avait été écrit sur l'amélioration de la QVT depuis le pacte de confiance de 2013. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on avait écrit, nous, dans nos groupes de travail, c'était déjà ce qui avait été raconté. Donc, on a dit, bon, est-ce qu'il faut quand même continuer à faire des recommandations sur des recommandations qu'on a déjà écrites, etc. Et donc, on a eu la chance d'aller voir M. Véran avec ses 3 conseillers en lui disant, M. Véran, il faut peut-être arrêter de faire des recommandations, mais il faudrait plutôt les mettre en place. Donc, on avait proposé la création d'une plateforme, de la réactivation d'une mission QVT avec une plateforme de diffusion, d'activation de réseaux locaux et de suivi. Et puis, vu qu'on n'a pas eu de réponse, on est parti. Voilà, donc l'observatoire, une histoire qui se termine pas trop mal, puisque c'est quand même à l'origine du réseau QVT, c'est quand même à l'origine de la mise en place probable de nos recommandations qu'on avait fait sur la formation, mais par contre, sur les établissements, on n'a pas bien sûr d'impact. Deuxième chose, donc, c'est une étude en cours qui s'appelle Partac. Alors, qu'est-ce que c'est que Partac? C'est tout simplement qu'on est en train de finaliser une grille, donc un questionnaire d'évaluation de la démarche participative avec ces 4 composantes que je vous ai données, hein, qui sont, bien sûr, on ne demandera pas l'évaluation des espaces d'échange des managers, puisque ça, les équipes ne le savent pas. Mais donc voilà, donc l'idée, c'est qu'on sera capable d'évaluer s'il existe ou non une démarche participative dans les services ou dans les EHPAD avec ce questionnaire, qui devrait être finalisé en juin. Et puis la dernière, c'est ACAVI, le petit dernier, l'Association pour la qualité de vie des professionnels de santé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est tout simplement que l'histoire que je vous raconte depuis la part, vous avez vu, Grassfo, Atsfo, c'est Onco. Et en fait, ce modèle, il marche en onco, hein, mais il ne marche pas qu'en onco, il marche tout le temps, en particulier dans toutes les maladies chroniques, en gériatrie, dans les EHPAD, etc. Donc en fait, on a créé ACAVI pour sortir de l'oncologie et pour aller sur la maladie chronique, la gériatrie, etc. Donc vous voyez qu'il y a la néphrologie, MPR, neurologie, gériatrie, gérontologie, médecine du travail, psychologue du travail, hématologie et toute l'onco.
Et l'idée, c'est en fait de créer une dynamique avec des ambassadeurs dans chaque société savante pour diffuser la démarche participative dans toutes les sociétés savantes. On en est même un peu plus loin maintenant, c'est-à-dire l'idée, c'est que toutes les cibles qu'on peut identifier, c'est de créer des ambassadeurs pour qu'ensuite ça se diffuse. Donc les objectifs, bon, c'est toujours les mêmes, hein, amélioration de la qualité de vie au travail par le développement de la démarche participative et puis une approche globale du soin et la prise en charge globale du patient par la formation. Voilà, donc après c'est plein de choses, hein, donc formation, groupe de travail, on a 6 groupes de travail, on a des formations 3 heures, 1 jour et 2 jours. On a des formations sur les espaces d'échange sur 1 jour. On a la prévention du syndrome d'épuisement professionnel sur 1 jour. On a créé un Serious Game qui est diffusé par Audace. Formation de formateurs, sensibilisation de nouveaux arrivants. On est en train de créer des espaces d'échange sur les adhérents et sur les formateurs, etc. La bibliographie, etc. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir le site. Hein. Voilà, vous savez aussi qu'on a, non, vous savez pas, mais on a un film sur Internet qui s'appelle Le Travail Soigné. Donc, si vous Travail Soigné film, vous allez avoir donc un film de 12 minutes sur la démarche participative. Et puis le petit dernier, le réseau. Voilà. Hein, donc voilà. Donc la fin des années 2020, donc ça, voilà, donc vous l'avez vu ce matin, donc vous avez des précisions dans le détail sur la composition des équipes, sur les objectifs et sur voilà. Voilà, c'était drôle d'histoire. Hein. Alors, vous comprenez qu'en fait, je suis en permanence sous Prozac, hein, parce que on a créé un modèle il y a 30 ans. Il marche sur le terrain, il est obligatoire, il améliore la QVT et la qualité des soins, et puis globalement on a l'impression qu'il est de moins en moins utilisé, donc c'est dur. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est qu'essayer, je vous dis, nous on est prêt à former autant de gens qu'on veut. Hein. L'idée, c'est tous ceux qui sont, voilà, je veux dire, les IFCS, les FEAP, les fédérations, etc. Voilà, il faut qu'on les pénètre et qu'il y ait des ambassadeurs pour ensuite diffuser, quoi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ce modèle obligatoire n'est pas repris, parce qu'à partir du moment où il est obligatoire, il devrait être repris au moins dans les formations. Je vous remercie. Alors là, j'espère qu'il y a des questions. Hein. Parce que j'ai été à 3 quarts d'heure quand même. Ouais. Ah, ça peut être une grosse. Hein. Donc, juste une petite question. Merci déjà pour cette présentation, super claire. Et je trouve qu'il clôture bien notre journée sur quelque chose qui est vraiment opérationnel. Alors ma question, c'est une question, mais en même temps une question pour moi, hein, pour toi, sur les 5 pôles là, de la démarche participative, qui est vraiment intéressante, je trouve, parce qu'elle est vraiment intégrée. C'est comment tu arrives à faire vivre finalement ces 5 pétales de ta marguerite, sachant qu'effectivement on peut mettre en place des dispositifs du type formation, du type travail en équipe, mais comment tout ça rentre en synergie, comment tout ça. Alors je pense que si tu veux, ouais. Alors la vraie question, c'est le charisme que peuvent avoir le chef de service et le cadre. Et en fait, tirer son équipe. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est que les soignants qui participent au projet de prise en charge globale du patient et qui créent le soin, si tu veux, ils ont envie, quoi. On n'a jamais eu aucun problème pour que les gens viennent au staff. On en a 2 par semaine, nous. Hein. C'est le mardi de 9 à 10 et le vendredi 9 à 9h30, avec 2 déroulés un peu différents. Celui du mardi, c'est en fait on présente tous les patients, enfin les aides-soignantes présentent tous les patients, mais on va vite sur certains qui ne posent pas de problème. Alors que le vendredi, les équipes choisissent 2 patients et en fait on s'appesantit sur 2 patients. Mais je vous dis, ça marche depuis 30 ans, quoi. Donc, voilà, j'ai réussi à le mettre en place dans un pôle aussi. Donc, parce que quand on met en place ce genre de choses, déjà, ça paraît lourd de l'extérieur.
Et de l'intérieur, parfois, on peut se dire, oui, mais finalement, c'est une superposition. Et là, ce que tu proposes, c'est justement pas une superposition. Non, et en particulier, les cadres, on dit, ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils bossent? Mais non, ils bossent pas, parce qu'en fait, les formations internes, ils sont pas obligés d'y aller. Le soutien aux équipes, c'est assez ponctuel, ils sont pas obligés d'y aller. Les groupes de travail, il faut surtout pas qu'ils y aillent. Donc, en fait, ils vont au staff et puis aux réunions de service. Et après, vous laissez. Enfin, bon, après, je peux vous raconter une histoire. Je raconte toujours la même histoire en formation, mais elle est très belle. Elle date, hein, elle date. Donc, on avait à ce moment-là récupéré un beau service. Quand on a créé le service, c'était sous les toits, il pleuvait. Donc, c'était un peu emmerdant. Et donc, il y a ils ont créé un deuxième hôpital qui s'appelle l'hôpital Trousseau. À ce moment-là, ils ont libéré des lits. Et donc, on a récupéré une partie de l'ancienne cardio. C'était bien. Et en plus, ils nous ont créé un secteur stérile pour faire de la greffe et de l'induction de leucémie aiguë. C'était encore mieux. Mais par contre, ils avaient décidé de ne rien faire par rapport au reste du service. Il y avait des chambres à 4 lits, il n'y avait pas d'hôpital de jour. Pour faire de la cancéro, c'était moyen. Donc on va voir notre directeur. Monsieur le directeur, on est un peu embêté, mais il faudrait peut-être quand même faire quelque chose, parce que là, on ne va pas tenir avec des chambres à 4 lits. Hein. Et il nous dit, bah ouais, mais je suis en déficit, je ne peux rien faire pour vous. Par contre, si vous trouvez les sous, on fera les travaux. C'était sympa. Et donc on a créé une association. Et 6 ans plus tard, on avait la moitié des sous. Et on avait changé de directeur qui a mis l'autre moitié des sous. Mais vu que c'était nous qui avions les sous, j'ai dit, ah ouais, mais c'est nous qui faisons les plans. Et surtout, je n'ai pas foutu les pieds. J'ai dit, les équipes, vous allez me faire les plans. D'accord? Donc, ils se sont fait une belle salle de détente. Ils ont changé leur salle de soins où ils voulaient, etc. Ils ont bien sûr mis des chambres seules et des chambres à 2 lits. On avait encore quelques chambres à 2 lits. Bon, voilà. Et puis, ils ont dit, ouais, mais ce qui serait bien... Alors, ça fait longtemps, hein, parce que vous voyez mon âge, donc ça fait très longtemps. Et donc, ils disent, ouais, mais ce qui serait bien, ça serait quand même de créer un appartement des familles. Ça n'existait absolument pas sur le CHU à ce moment-là. Hein. D'accord? Ils ont dit, ouais, donc, pour que les gens puissent s'installer. Très bien. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on le mette à l'entrée du service. Oui. D'accord? Le problème, c'est qu'à l'entrée du service, c'était mon bureau. Donc, ils m'ont foutu au rez-de-chaussée et ils ont créé l'appartement des familles à la place de mon bureau. Vous comprenez bien que moi, je n'aurais pas pensé. Hein, et surtout pas. Voilà. Donc, voilà une histoire qui montre l'importance. Mais des histoires comme ça, j'en ai plein. L'intelligence collective est toujours meilleure que la vôtre. Merci. Merci. Et il faut faire des questions, hein. Merci pour cette présentation sur l'enjeu participatif qui me paraît très important. J'ai une question, réflexion finalement par rapport à ce que vous évoquiez notamment à la fin là, sur ce constat où on admet aujourd'hui, quel que soit le secteur, faire les mêmes constats et pour autant il n'y a finalement pas grand-chose qui change ou qui se met en place. Ouais. Je me demande si finalement c'est pas parce qu'on s'inscrit dans une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'on fait de la QVT notre objet et notre finalité, là où il faudrait peut-être l'agencer ou l'avancer comme un moyen pour clarifier quelle est finalement la finalité d'une institution, d'une organisation de travail, une entreprise ou autre, qui est finalement une performance, une réussite économique, sociale, etc. Et peut-être que là, on serait peut-être plus facilement entendu. Je fais souvent le parallèle avec d'autres fonctions support qui ont la même plainte, hein, la maintenance, la logistique, qui se plaignent de manquer de moyens et de ressources pour bien gérer les moyens à disposition de l'organisation. Il faut peut-être apprendre à parler en d'autres mots et d'autres termes et ne plus... Je me dis peut-être qu'il ne faut pas expliquer que la charge de travail est un problème de qualité de vie au travail, mais que la charge de travail est un problème de performance, finalement. Et que si on fait le lien avec cette performance, elle sera peut-être mieux entendue et un moyen d'agir. Alors, je suis complètement d'accord. Je pense que l'enjeu pour le service, c'est l'attractivité et la qualité des soins. Et pour l'établissement, c'est l'attractivité et la fidélisation. Je vous raconte une autre histoire qui est sur le... Je crois qu'elle est intéressante parce que ça concerne les EHPAD. Elle est sur le site de l'Observatoire. C'est l'EHPAD de Châteaubriand. 44, d'accord? Et en fait, 2 postes de cadre de libre et 36% d'absentéisme, 10% de lits libres. Plus personne ne veut mettre de ses parents dans cette EHPAD. 2 jeunes cadres qui sortent de l'école rentrent, prennent ces postes-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font?
Ils font ça, hein, d'accord, avec les équipes, ils revoient le planning, les profils de poste, l'organisation, etc. Et puis, ils ont une démarche aussi individuelle. Ils refont la salle de détente, ils font des ateliers de méditation, etc. Ok. Donc, un truc à la fois global, etc. Une année, 12 mois, hein, d'accord. 6% d'absentéisme, 0 lit libre. D'accord. Je veux dire, tout est démontré. Enfin, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Alors, on a une question sur Internet. Ouais. Vanina Molo, merci pour cette présentation. Quelles sont selon vous les raisons qui font qu'en dépit de l'efficacité de la démarche et son obligation dans le milieu des soins, ça ne prend pas? Je suis confrontée aux mêmes difficultés dans les recherches et interventions que je mène, y compris dans d'autres secteurs que le soin. Merci de cette question. Mon idée, et c'était conforté très récemment dans une conférence de Florence Bénichou, c'est que globalement, on a une idée du pouvoir qui n'est pas la bonne. Et Florence disait que probablement qu'on était le pays en Europe qui avait la conception la plus hiérarchique du pouvoir. Et je pense qu'en fait, être chef, c'est décider. Et je pense que c'est un vrai problème. Et la deuxième réponse, parce que vous avez vu que c'est un modèle de management de proximité, hein, la qualité au travail, c'est le management du N+1. Et donc là, on est bien dans le cas et les médecins, c'est que les gens ne sont pas formés. Et vous savez que pour la formation au management des médecins, c'est 0 minute, 0 seconde. D'accord, donc il y a du boulot. Par contre, je regarde un peu Mathieu. Là, on a quand même, on est en train de changer la donne, puisqu'en fait, on est en train de créer probablement une formation management à 3 niveaux pour tous les futurs médecins, qui seraient en 3e année, en 6e année, en fin d'internat. Bon, voilà. Bon, et moi, je verrai pas ça. Ça sera vous. Je crois que voilà, les deux. Je crois que le manque de formation, mais surtout l'idée du pouvoir des managers. Ce qui est d'ailleurs pour moi aussi vrai beaucoup pour les directeurs. Un peu moins vrai pour les cadres, mais pas tous quand même. Je peux aussi vous raconter une autre histoire peut-être. Je sais pas si j'ai le droit de la faire parce que sur Internet, donc je ne la ferai pas celle-là.